Donc, au nom du Collège des sciences physiques et chimiques de Hassan II et au nom du Réseau national des jeunes chercheurs, du comité d'organisation, nous adressons nos remerciements les plus profonds pour tout le support, à l'Académie Hassan II bien sûr, pour tout le support et le soutien consacré à cette manifestation scientifique durant cette édition 2021, ainsi qu'à toutes les éditions précédentes. Maintenant, permettez-moi juste de vous présenter en quelques minutes un bref aperçu de ces journées. Donc, les Journées nationales des doctorants et jeunes chercheurs est une activité normalement scientifique qui se tient annuelle chaque année et qui vise depuis son lancement à contribuer à son modeste niveau bien sûr, au développement des échanges entre les doctorants, les postdoctorants, les jeunes chercheurs et professeurs de différentes institutions de notre royaume chérifien, afin de tisser des liens entre les chercheurs, d'initier des collaborations nationales et de se partager le savoir-faire tout en renforçant bien sûr et élargissant d'année en année les réseaux de recherche créés pour cette bonne cause. Alors, comme vous voyez sur ces photos de quelques précédentes éditions, on peut reconnaître des doctorants qui étaient à l'époque bien sûr des doctorants, mais aujourd'hui on a des doctorants qui sont encadrés par ces très précédents doctorants qui sont maintenant de collègues dans différentes institutions du royaume. Lors des précédentes éditions, les journées commençaient toujours par une conférence inaugurale présenté par des professeurs seniors de renommée avec une grande expérience dans l'enseignement, la formation et la recherche, puis une photo de souvenir pour la mémoire de cette activité annuelle, suivie des sessions durant lesquelles les participants présentent leurs thématiques de recherche et leurs résultats publiés lors de communication orale ou bien communication par affichage. Et durant la session de clôture des journées, nous organisons une table ronde pour échanger et mutualiser les idées, suivie par la remise des certificats aux participants. Pour cette année 2021, les journées nationales des doctorants et jeunes chercheurs sont organisées le 15, 16 et 17 juillet par le Collège des sciences physiques et chimiques de l'Académie Hassan II et en partenariat avec la Faculté des sciences de l'Université Mohamed V de Rabat et en collaboration avec le Réseau national des jeunes chercheurs en sciences. Et aujourd'hui et demain, toutes les communications seront en présentiel, alors que samedi, elles seront à distance à travers le lien que le comité d'organisation a partagé avec nous. Donc pour cette année, le comité d'organisation a retenu autour de 60 contributions orales et par affiche pour les participants qui ont choisi le mode présentiel et 40 ayant préféré le mode à distance. Ces contributions seront étalées sur 11 sessions, comme vous pouvez le voir dans le programme, au cours desquelles les jeunes chercheurs, doctorants et postdoctorants vont aborder des thématiques en sciences physiques, sciences chimiques, physique mathématique, modélisation et simulation, notamment la physique et la chimie quantique, la fabrication additive, la chimie organique et organique, l'énergie et nanotechnologie, physique des hautes énergies, astroparticules et cosmologie, matériaux et nanomatériaux, on garde de bien d'autres questions. Dans cette édition 2021, nos intervenants viennent de 11 universités marocaines, incluant différentes institutions. Et par exemple, à l'Université Mohamed V, en plus de notre faculté des sciences, nous avons également des intervenants d'autres établissements de l'Université Mohamed V. Et au passage, je tiens à partager avec vous que cette organisation, durant tous ces mois passés, a demandé un soutien moral et un support logistique qui nous a été fournis généreusement par l'Académie Hassan II des sciences et techniques et par la Faculté des sciences de Rabat, et qu'au nom du Collège des sciences physiques et chimiques de l'Académie Hassan II et du Réseau national des jeunes chercheurs et du comité local d'organisation, nous leur présentons notre immense gratitude et nos profonds remerciements. C'est grâce à ces deux, l'Académie Hassan II et la Faculté des sciences, que nous sommes tous réunis aujourd'hui dans ce
rendez-vous scientifiques. Donc maintenant, de retour au programme, donc la séance d'ouverture prend fin et nous allons assister à la conférence inaugurale qui sera présentée par professeur Moustapha Bousmina, chancelier de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, président de l'Université euroméditerranéenne de Fès, et je m'excuse de ne pas citer tous vos titres, professeur Bousmina, mais par contre, j'aimerais bien partager avec l'assistance mon témoignage, c'est que de retour du Canada, après un parcours brillant et exceptionnel, professeur Bousmina a fondé le premier institut en nanotechnologie, qui s'appelait à l'époque Nanotech, ici à Rabat, et c'était le premier en nord d'Afrique. Et c'est grâce à professeur Bousmina que la recherche sur les nanomatériaux a été introduite au Maroc, et non seulement pour tout ce qui concerne la théorie, mais également tout ce qui concerne aussi l'expérimental. Professeur Bousmina est un chercheur de renommée internationale, c'est un expert en rhéologie, c'est un physicien chimiste qui encourage la création et l'innovation et qui est toujours à la tête de nouveaux défis scientifiques. Alors aujourd'hui, professeur Bousmina est parmi nous, il s'est déplacé depuis Fès malgré son agenda hyper chargé, donc on vous remercie énormément d'être parmi nous et durant cette matinée. Et pour présenter une conférence inaugurale sur l'un des axes qu'il développe au Maroc, y compris autour de l'intelligence artificielle. Donc, monsieur le chancelier de l'Académie Hassan II, Monsieur le secrétaire perpétuel de l'Académie Hassan II des sciences et techniques, Monsieur le doyen de la faculté des sciences de Rabat, Madame la vice-doyenne, Monsieur le directeur du CEDOC, mes chers collègues académiciens, chers collègues professeurs, chers étudiants, je suis à mon tour ravi, enchanté et honoré d'être avec vous aujourd'hui dans ce bel amphi que je n'ai pas vu depuis un moment, qui a un nouveau visage, ce temple de la connaissance, et ce temple où s'est forgée la nation, comme l'a rappelé monsieur le secrétaire perpétuel. Bien sûr, chancelier ou bien président d'université n'est pas un métier, ce sont des fonctions. Mon métier à moi est professeur. Et quel plaisir pour un professeur que d'échanger avec ses collègues et avec les étudiants au cours d'une conférence que j'avoue qui me manque beaucoup depuis que je me suis embourbé dans la médiocratie, dans la médiocrité de l'administration. Monsieur le secrétaire perpétuel s'est adressé à vous. J'ai été très sensible, monsieur le secrétaire perpétuel, au conseil que vous avez donné aux étudiants. Professeur est l'un des meilleurs métiers qui existent. Donc professeur, il y a quelque chose de prophétique. Bien sûr, il y a certains qui voudraient plus d'argent. Et mon collègue Martin Sassé disait à un moment donné, bien sûr, on peut se faire plus d'argent en étant vendeur de poulet. Il y a judge, pas que les autres choses. Professeur, c'est autre chose. Sachant que le salaire des professeurs que les Marocains ont, professeurs de l'enseignement supérieur, est supérieur au salaire des professeurs de l'Algérie, de la Tunisie, de l'Égypte, de la Jordanie, du Portugal, de la Grèce, de la Hongrie, de la Lituanie, de la Croatie. Le salaire des professeurs marocains est très important. Et si parmi vous, des gens qui cherchent que l'argent, c'est pas la peine de faire de l'argent. L'argent, le salaire que vous aurez est un salaire qui vous permettra de vivre de manière décente, bien, mais sans avoir autre chose, sans avoir une deuxième maison sur la côte, sans avoir un yacht. Et c'est une vocation. La recherche, ce que le secrétaire perpétuel l'a dit tout à l'heure, c'est une vocation.
c'est de l'amour, c'est de la joie quand vous faites de la recherche. Quand vous faites une expérience, vous faites une théorie, et puis vous vous battez avec l'expérience ou avec la théorie, après quand vous trouvez, c'est une joie, c'est de l'extase. Chose que ne verra jamais le vendeur de poulet, je suppose. Mais j'ajoute un conseil à ce qu'a dit M. le secrétaire perpétuel. Un chercheur ne suit pas la foule. Un chercheur, il sort du cadre. Think out of the box. C'est pas parce que les gens font comme ça qu'il faut suivre. Non, on n'a pas inventé l'électricité en tentant d'améliorer le fonctionnement de la bougie. C'est que ceux qui ont inventé l'électricité, ils ont réfléchi différemment. Ou bien on n'a pas inventé l'ordinateur avec un clavier en tentant d'améliorer le fonctionnement du crayon et du papier. Des gens qui ont réfléchi différemment. Essayez de sortir, essayez d'oser. Deuxième conseil. Ne laissez personne, je dis personne, même pas vos parents, vous faire croire que vous n'êtes pas capable. Vous êtes capable si vous le voulez. Ne laissez pas vous faire croire que les autres sont capables et vous n'êtes pas capable. Qu'un Américain, un Français, un Espagnol, un Australien, un Canadien, il est plus capable. Non! Vous pouvez faire exactement ce que lui peut faire, pourvu qu'il ait les moyens adéquats pour que vous puissiez exprimer vos talents. J'ai beaucoup aimé, M. le secrétaire perpétuel, vos conseils, je n'allais pas dire cela, mais je réagis à chaud. Monsieur le secrétaire perpétuel parlait avec beaucoup de fougue, avec beaucoup d'enthousiasme, avec joie, parce qu'il est professeur. Il a passé des années ici. Il a enseigné à toute une génération de mécaniciens, de ceux qui ont fait la physique quantique. Dans toutes les universités marocaines, vous allez trouver des gens qui ont été enseignés, qui ont eu des cours avec le professeur Omar Fassifi. Il est professeur, il se présente comme professeur. Et plusieurs fois, il me disait en intimité que parfois, je rentrais en classe, j'étais malade. Et après 2 heures de cours, je sors guéri. Le contact avec les étudiants, cette façon d'interagir, cette façon de transmettre, ça vous donne une joie et ça a une répercussion même sur l'aspect physique. Je vais faire quelque chose qui n'était pas prévu. J'aimerais rendre un vibrant hommage à Sir Omar Fassifi, professeur de cette université, de cette prestigieuse université. Et je demande aux jeunes de se lever et de se joindre à moi pour applaudir le professeur Omar Fassifi. Merci beaucoup. Alors aujourd'hui, je vais vous entretenir sur l'inventivité de l'homme avec un grand F, en vous ramenant de l'âge de pierre à l'ère de l'intelligence artificielle. Je précise d'emblée que j'ai une formation de physico-chimiste et de physicien. Donc je n'ai aucune prétention ni savante ni sachante sur les questions de l'intelligence artificielle ou encore moins sur les questions d'évolution. Mais je suis un universitaire qui prend simplement la liberté de jeter un regard académique sur des questions qui nous concernent, qui nous intéressent. Car s'il est bien vrai que l'un des rôles de la science est de démystifier les lois de la nature, de comprendre l'univers dans lequel et par ricochet comprendre les êtres que nous sommes, la science a un devoir de citoyen. Il est par la cité, pour la cité, au service de la cité.
Il est révolu le temps où l'université était ce château au fin fond de la forêt d'où émanait la fumée, où il y avait des gens bien pensants qui discutaient sur des questions métaphysiques. Bien évidemment, la métaphysique est extrêmement importante, mais les questions de la cité le sont encore beaucoup plus. Madame Drissi m'a appelé il y a 2 jours pour me dire qu'il faut nous faire une présentation, comme vous l'avez dit avant. J'avais oublié, sincèrement, j'avais oublié. Il a insisté pour que je vienne. Je suis arrivé ce matin de face. Et donc, j'ai choisi un sujet que j'avais déjà dans mes archives. Alors, ma présentation va se dérouler comme suit. Je vais, dans un premier temps, vous ramener à la rencontre de 3 de nos ancêtres pour voir un peu qu'est-ce qu'ils nous ont transmis comme l'aide. Par la suite, je vais citer 6 fractures technologiques dans l'histoire moderne, bien sûr de manière non exhaustive. Et comme on est en présence des doctorants, je vais aborder la méthode scientifique dont a parlé Monsieur le secrétaire perpétuel. Je vais donner quelques exemples sur les nouveaux développements technologiques et je finirai par l'intelligence artificielle, son développement fulgurant et surtout sur les questions et les questionnements qu'oppose ce développement de cette intelligence artificielle. Voilà, je vous ramène à environ 2 millions d'années pour rencontrer notre ancien ancêtre, Homo habilis, l'homme habile qui savait fabriquer des outils avec sa main, en tentant de casser probablement des fruits secs ou des fruits à coquille rigide. Il constata que l'autre choc entre 2 pierres cassées engendrait des petits morceaux tranchants. Il comprit par la suite que ces morceaux contondants pouvaient lui servir pour trancher de la viande, trancher des os, aiguiser des morceaux de bois pour en faire des flèches et des lances, transformant ainsi son comportement de charognard à un chasseur. Il était désormais plus obligé de guetter les prédateurs et d'attendre qu'ils aient fini de manger de la viande pour se saisir des restes. Désormais, il peut chasser comme bon lui semble et il pouvait plus ou moins construire un petit abri et ramener avec lui de la viande pour la manger un peu plus tard. Homo habilis avait une taille qui nous dépassait guère 1,3, 1,4 mètres, un poids autour de 40 kilos à peu près, une boîte crânienne entre 550 et 700 cm3, une espérance de vie qui ne dépassait pas 25 ans. L'élément crucial de l'Homo habilis, c'est qu'il a pu transmettre un peu son savoir, son savoir-faire d'individu en individu, de groupe en groupe et de génération en génération. Et dans le cours de l'évolution de notre espèce, nous arrivons par la suite à Homo erectus. Homo erectus, cette espèce, ayant une posture verticale plus ou moins dressée. Il avait une taille un peu plus grande que Homo habilis, un poids un peu plus grand, une espérance de vie moyenne qui était plus ou moins équivalente. L'événement crucial à l'époque de l'Homo habilis, c'était
la découverte du feu, qui probablement, la foudre en était l'origine, et probablement aussi les étincelles qui jaillissaient du frottement entre les pierres et qui brûlaient tout sur son passage, ce brasier qui brûlait tout. Je vous laisse imaginer, chers étudiants, chers collègues, la stupeur et l'effroi de Homo erectus quand il a vu le feu pour la première fois. Cette chose bizarre, chaude, brûlante, et qui ravageait tout sur son passage. Il croyait peut-être que c'était une créature sans forme définie, sans contour défini, et probablement elle tentait de la combattre, notamment avec sa lance. Mais une fois qu'il tentait de la combattre, le feu se transmettait sur la pointe de la lance. Une fois qu'on pique la lance dans le sol, l'animal meurt, et quand on pique de nouveau le feu se transmet à la lance. Cette chose bizarre. Et il comprit, après beaucoup de temps, qu'il pouvait générer le feu à souhait et le domestiquer. Cette découverte est colossale dans l'évolution de notre espèce. Le feu a permis à Homo erectus de cuire les aliments, de bien mâcher et de renforcer son système de défense immunitaire vis-à-vis des agents pathogènes tels que les virus, les bactéries, les parasites et les microbes. Ça a changé sa dentition, son système maxillaire, et par ricochet son système crânien qui se développe. Le feu lui a permis aussi de se protéger contre les prédateurs et surtout de sortir des ténèbres, que la lumière soit et la lumière fut. Le voilà maintenant qui peut se déplacer du jour comme la nuit. Et ceci lui a permis de corriger un peu sa posture. En gagnant plus, il devient plus ou moins bipède. Et ceci lui a permis de voyager, de sortir de l'Afrique pour aller vers l'Asie, vers l'Europe. Homo erectus nous a transmis cette envie d'aller explorer ce qui est au-delà de l'horizon, de comprendre ce qui se passe au-delà des choses. Car imaginez, quand il est parti de l'Afrique, en allant explorer, certes pour mieux se nourrir, mais aussi pour découvrir. Cette soif de découvrir qu'est-ce qui se passe de l'autre côté. Et il nous a transmis cette chose qui est extrêmement importante pour le chercheur. Et puis on arrive au temps moderne, à peu près 315 000 ans, comme l'attestent les dernières découvertes en 2017 dans Jebel Irhoud, à côté de Youssoufia en Maroc, de l'Homo sapiens. L'homme qui sait, l'homme sage, l'homme moderne, qui a une physionomie particulière. Il est entièrement bipède, il a un système pileux moins développé, mais par contre un cerveau plus développé. Homo sapiens va tenter, au fur et à mesure, de sortir du groupe pour constituer une communauté. Et cette communauté qui commençait à se projeter dans l'avenir, à faire des projets. Ses capacités cognitives deviennent plus importantes, et puis il a pu agir sur son environnement, l'impacter, transformer les écosystèmes et transformer l'environnement qui l'entourait, tout en constituant
une communauté. On n'est pas encore dans la société, mais ce sont les prémices de la société qui peut se projeter collectivement, un projet collectif. Et c'est ça que nous a transmis Homo sapiens, dont les descendants vont nous transmettre un patrimoine immatériel colossal, à la fois dans la sculpture, dans la peinture, dans l'écriture, dans la monnaie. La sculpture, c'est à peu près 40 000 ans avant Jésus-Christ, enfin 40 000 ans. C'est cette façon d'observer l'environnement qui nous entoure, d'en mémoriser les attributs, d'en mémoriser les formes, les contours, les fonctionnalités, et de reproduire ceci avec sa main en 3 dimensions. C'est une étape extrêmement importante dans le développement du cerveau humain. J'emmagasine ce que j'ai observé avant et je le reproduis avec mes mains en 3 dimensions. Cette façon de stocker de l'information et de la restituer s'est complexifiée encore davantage avec la peinture. La peinture, c'est le même processus. C'est de mémoriser un événement, mémoriser des objets, des êtres, mais cette fois-ci les restituer en 2 dimensions. Et l'observateur va puiser dans les images qu'il avait observées auparavant, va puiser dans sa mémoire pour reconstituer la 3e dimension. C'est une étape d'abstraction encore beaucoup plus complexe que la sculpture en 3e dimension. Rappelez-vous de cela parce que l'intelligence artificielle utilise ce processus de se rappeler, d'aller puiser dans notre vécu, d'aller puiser dans notre histoire pour faire la reconnaissance d'objets. Et puis, il y a, bien sûr, on a découvert ce qu'on appelle les Bongo Bones en Afrique, au Swaziland et au Congo, 35 000 ans, 20 000 ans avant Jésus-Christ. Et on a trouvé des traces qui montraient que l'homme africain savait calculer, savait faire des opérations certes basiques, mais il avait découvert cette façon de calculer. Et cette façon de calculer va rendre notre monde quantitatif. Car désormais, je peux compter les membres de ma progéniture, les membres de ma famille, je peux compter mon bétail, je peux compter les arbres qui m'entourent, les fleurs, les denrées alimentaires. Cette étape est extrêmement importante dans l'évolution du cerveau humain. Car avant les mathématiques, le monde était insaisissable, était flou, était brumeux. C'est le moment où on va quantifier, on va compter, et on va faire des opérations, même simples, additionner, diviser, soustraire, que le monde devient plus clair. Les mathématiques nous permettent aussi de mieux organiser nos idées, de les exprimer de manière rigoureuse, de manière claire et parfois reproductible. Les mathématiques nous permettent aussi de découvrir les interactions qu'il y a entre les différentes composantes de la nature pour en découvrir les lois cachées de la nature, les lois de la physique. C'est grâce aux mathématiques qu'on a pu découvrir, établir, élaborer, développer les lois de la physique que nous connaissons actuellement. Et j'irai même plus loin. Sans les mathématiques,
le futur n'existe pas. Le futur est insaisissable. Les mathématiques ne nous permettent pas simplement de prédire, de décrire. Ils nous permettent parfois de prédire quand on a des lois. Et donc de se projeter dans le futur. Et de prévoir, quand vous avez une voiture qui roule à 100 km à l'heure, et que vous savez que la distance qu'il y a entre Rabat et Casablanca, pourvu qu'il n'y a pas d'accident, pourvu qu'il n'y a pas d'embouteillage, vous allez être sûr, grosso modo, que vous allez faire 1 heure. Et ça, c'est grâce aux mathématiques, grâce aux lois de la physique. Et par la suite, on arrive à l'agriculture, en Mésopotamie. La découverte de l'agriculture va permettre à notre espèce, qui se nourrissait essentiellement de la chasse, de la pêche et de la cueillette, à faire de l'agriculture, à diversifier les sources de sa nourriture et avoir une nourriture à souhait. Et on pouvait stocker les graines, c'est ce qu'on appelle le marzen. Marzen, c'est là on stocke les produits de l'agriculture et prévoir le futur pour des moments qui sont moins favorables. L'agriculture va permettre à notre espèce de changer de prédateur à producteur, et puis de nomade à citadin. Par la suite arrive l'écriture. C'est une autre étape extrêmement importante dans l'évolution du cerveau humain. L'écriture, c'est cette façon de se mettre d'accord collectivement sur un certain nombre de signes qui nous permettent de transformer les sons. Ceux qui étaient avant criaient, il y avait des cris, il y avait des sons, mais ces sons et ces cris étaient compréhensibles que par le petit groupe dans lequel on vivait. L'écriture va permettre d'élargir le groupe pourvu que les autres adoptent les mêmes signes que nous, et à ce moment-là, on rentre dans l'histoire. L'histoire humaine commence avec l'écriture parce que désormais, on peut transmettre nos connaissances, on peut décrire nos modes de vie, nos façons de produire, nos savoirs, nos savoir-faire, et même nos savoir-être aux générations futures. Et ceci a été découvert en Mésopotamie, mais la Mésopotamie, c'est une époque, j'invite les jeunes à aller lire un peu sur la Mésopotamie, parce que c'est extraordinaire ce que les Mésopotamiens nous ont légué. Ils nous ont légué le temps, la mesure de la minute, de l'heure, du jour, de la journée. Ils avaient constitué un État avec des impôts, un système d'enseignement, un système de soins, ils avaient des hôpitaux. Ils avaient des connaissances en médecine, des connaissances en astronomie, des connaissances en agriculture avec la découverte de la route. Ceux qui s'intéressent, je vous invite à aller voir le récit de Enki et Ninurzak. Enki et Ninurzak. Vous allez constater qu'ils nous ont transmis beaucoup de choses, les Mésopotamiens. Et puis on arrive à l'imprimerie qui a aidé, cette fois-ci, à diffuser la connaissance. L'écriture, c'est bien, mais on imprimait des copies pour d'autres contrées, pour des générations futures, c'est encore mieux. Et on arrive à la fin à la monnaie. La monnaie, c'est à l'instar de l'écriture, c'est cette façon de se mettre d'accord sur la valeur marchande et la valeur vénale d'un produit. $1, €1, $1 dirham ne signifie rien, n'a pas de valeur. Si on ne s'était pas mis d'accord collectivement
qu'il en a une. La monnaie n'a aucune valeur. Si collectivement on se met pas d'accord, que ça permet de donner un chiffre à un produit. Si vous lisez le livre de Marx sur le travail, Marx expliquait que la valeur d'une chose, bien sûr, c'est la qualité des produits, c'est la qualité des machines, mais un produit, c'est le travail. C'est la force que le travailleur a déployée pour fabriquer l'objet. Et désormais, avec cette façon de donner une valeur, je peux comparer une fourchette avec une baguette. Alors qu'ils sont deux objets différents, mais peut-être qu'ils ont la même valeur. Et c'est quelque chose sur lequel nous sommes mis d'accord. C'est une autre étape d'abstraction. Bien sûr, je parle de la valeur du travail. Bien sûr, en ce moment, on a phagocyté ce terme avec le néolibéralisme, où l'argent sert pour l'argent. C'est un autre débat. Et puis on arrive à la philosophie. Cette branche extrêmement importante, et je souhaiterais qu'on puisse rétablir la philosophie dans tous les parcours, y compris pour les parcours de mathématiques, de physique, de chimie. La philosophie est extrêmement importante. Car c'est elle qui vous donne ce filtre intellectuel qui vous permet de distinguer le vrai du faux, qui vous permet d'avoir cette attitude critique, cette analyse rationnelle. Voilà, la première partie de mon exposé était un peu historique, un peu ennuyeuse. La dernière partie va être plus technologique et j'espère qu'il attirera plus votre attention. On apprend de cette première étape que notre espèce a évolué dans l'histoire. Les savoirs ont été transmis, les savoir-faire, les savoir-être ont été transmis de génération en génération pour arriver à l'Homo sapiens. Et vers la fin de mon exposé, je vais vous parler de l'Homo numericus. La deuxième partie de mon exposé, je vais exposer rapidement quelques fractures technologiques. Bien sûr, c'est un choix. C'est un choix qui n'est pas exhaustif. C'est un choix subjectif, certes, je vous l'accorde. La première fracture, c'est au XVIIe siècle, avec la rationalisation des concepts de la science et la rupture avec Aristote. La deuxième rupture, c'est la révolution industrielle, transformant la société d'une société agraire qui était basée sur la force du travail, la force des biceps, qui ont été remplacés par la machine, avec la révolution industrielle. Le 19e siècle, c'est la découverte de l'électricité et de la lumière. Le 20e siècle, c'est l'électronique qui va remplacer les longs fils électriques par des puces électroniques, et l'informatique qui permet de contrôler la machine à distance, telle qu'une machine à laver, je la programme, je sors de chez moi, et la machine va exécuter le travail que je lui ai demandé. Le XXe siècle, c'est l'avènement de l'Internet. L'Internet qui va nous ouvrir des horizons nouveaux. Et le début du XXIe siècle, que nous vivons tous actuellement, c'est les big data, c'est des processeurs beaucoup plus importants, et c'est l'intelligence artificielle. Et je vais expliquer pourquoi big data est très important. On remonte au XVIIe siècle, et je vais vous montrer une image que j'ai montrée à plusieurs reprises, mais qui me plaît, cette image. Je remonte à 400 ans avant Jésus-Christ, et j'évoque Démocrite. Démocrite, qui aimait boire du vin à l'époque, sur une allure un peu euphorique. Et à l'époque, pour fabriquer du vin, on prenait du raisin, on le séchait, on le macérait, on le transformait en poudre, et on le mélangeait avec de l'eau,
et on obtient une solution rougeâtre. Démocrite se posa la question, j'ai mélangé un solide avec un liquide et du coup le solide a disparu. Et il disait, où est-ce qu'il est passé ce solide? Le chimiste ou le physico-chimiste actuel dira que le solide s'est solubilisé. Mes chers étudiants, le mot solubilité n'a aucun sens s'il n'est pas accompagné d'un mécanisme à une échelle beaucoup plus petite pour expliquer ce qui se passe à une échelle, je dirais, atomique. Le mot atome, d'ailleurs, qui a été inventé par Démocrite. Atomos veut dire cette quantité qui est la plus petite possible et qui est indivisible, inséparable. Démocrite imagina, pour expliquer pourquoi le solide a disparu, il imagina que la matière est formée par des atomes et du vide. Des atomes qu'il imagina plus ou moins sphériques, mais il disait qu'il y a des atomes avec différentes formes. Je les ai représentés ici avec des boules plus ou moins bleues. Ce sont des atomes de l'eau, même si l'eau est incolore. Et entre les atomes, il y a du vide. Et il disait, puisque les atomes, l'eau est une matière, elle est formée par des atomes et du vide, la poudre rouge, c'est aussi une matière, elle est formée aussi par des atomes et du vide. Et quand je mélange les deux, comme les boules rouges sont en proportion minoritaire, ils vont infiltrer l'espace interstitiel, s'infiltrer dans le vide qu'il y a entre les boules bleues. Et de ce fait, ils se cachent et ils sont invisibles. Cette image qui remonte à plus de 400 ans avant Jésus reste toujours valable actuellement. Et l'idée de Démocrite sur les atomes reste aussi valable, même si on sait que les atomes ne sont pas insécables, ne sont pas indivisibles, parce qu'on peut casser un atome et aller explorer les composants plus élémentaires d'un atome. Cette idée, pourtant fertile, fut balayée du revers de la main par Aristote. Aristote, qui préférait parler des 4 éléments de la matière, terre, eau, air et feu. Pourquoi? Parce qu'Aristote ne croyait pas au vide. Aristote, pour lui, l'univers est policé. L'univers, c'est la continuité absolue. Et la notion du vide, c'est quelque chose de... D'ailleurs, il disait, l'aphorisme d'Aristote, il disait que la nature a horreur du vide. On sait que maintenant, que l'univers est foncièrement lacunaire. Que notre univers est rempli de vide. Si vous prenez ce morceau de bois et vous prenez un microscope électronique à balayage ou à transmission, vous allez y trouver que du vide avec peu de matière. Le vide, la physique quantique lui donne même des propriétés au vide, avec une permittivité. Mais Aristote refusait cela. Il va bloquer la science pour 2000 ans. En fait, il ne va pas bloquer toute la science, parce que je vais expliquer l'apport des musulmans en science. Mais il va bloquer beaucoup la science. Et cette idée sur les atomes, qui était pourtant, comme je l'ai dit tout à l'heure, fertile, jusqu'à qu'arrivèrent 3 personnes, Pierre Cassandi, Giordano Bruno et Galilée. Pierre Cassandi, c'est un homme d'église, un chanoine, et le pire que vous pouvez faire à un homme d'église, c'est de l'ignorer. Il l'ont ignoré, il n'avait plus le droit de parler au public. Giordano Bruno fut brûlé vif,
il y a une statue de lui au centre de Rome, parce qu'en plus de la contestation des 4 éléments, et il clamait haut et fort l'existence des atomes, en plus Giordano Bruno contestait la virginité de Marie, et pour cela il a été brûlé vif. Galilée fut assigné à résidence et va mourir très vieux, tout seul, parce que ils ont clamé haut et fort l'existence des atomes et du vide. Et l'Église n'aimait pas ça. N'aimait pas ça pour des raisons qui ne sont pas sérieuses. Pourquoi l'Église n'aimait pas le vide? Parce que le premier verset de la Bible dit: au commencement c'était la parole était avec Dieu, il était Dieu, il est descendu sur terre, il est devenu chair, il a habité parmi nous. Au commencement c'était la parole était avec Dieu, il était Dieu, il est descendu sur terre, il est devenu chair, il a habité parmi nous. C'est-à-dire que le Fils de Dieu, selon la chrétienté qui est Jésus-Christ, il est une partie de Dieu. Et comme Jésus-Christ, son corps, il est formé par de la matière, cette matière, elle est formée par des atomes et du vide. Donc Dieu est formé par du vide, et ceci est inacceptable. Dieu, c'est le plein total. Et ceci va bloquer la science. Par la suite, bien sûr, en plus, Galilée, aussi bien Galilée que Giordano Bruno, contestait ce qu'on appelle l'héliocentrisme. L'Église disait que la Terre est le centre de l'univers et la Lune et le Soleil tournent autour de la Terre. Galilée, Giordano Bruno et d'autres disaient non, c'est pas le Soleil qui tourne autour de la Terre, c'est la Terre qui tourne autour du Soleil, et par le même mécanisme, la Lune tourne autour de la Terre. C'est ce qui donne les jours, les mois et les années. Cette idée fut développée par El-Biruni entre le Xe et le XIe siècle. Il a calculé même le rayon de la Terre, une estimation du rayon de la Terre. Il a trouvé que c'était 6339 km, à peu près. Et il disait que la matière est formée d'atomes. Le débat qu'il y avait en Europe a occulté, de manière, je ne sais pas, voulue ou non voulue, tout le travail qui a été fait pendant la période du IXe siècle au XIVe siècle, surtout à Cordoue, avec la participation de Marocains de l'époque. Et puis Ibn Razi, qui parlait sur les atomes et sur le vide. Et puis Al-Jazari, ce formidable monsieur Al-Jazari, qui est vraiment un vantage. Je vous invite à lire Al-Jazari. Al-Jazari. Al-Jazari, c'est le premier qui va parler des automates. Il ne va pas simplement parler des automates, il va en fabriquer. Et il a fabriqué tellement d'automates, il va décrire et inventer la manivelle. La manivelle en mécanique est un des éléments structurants de la manivelle, de la mécanique. Ça revient à Al-Jazari, et nous avons une copie de Al-Jazari à l'Académie Hassan II des sciences et techniques. Vraiment un monsieur extraordinaire, un livre vraiment fondamental de la mécanique et de ce qu'on appelle actuellement les automates, les robots. Il était le précurseur. Et je passe à travers la contribution de beaucoup de musulmans. Le rapport est colossal, mais qui a été occulté par les écrits, par les historiens de la science, notamment européens. Al-Khawarizmi, Jabir ibn Hayyan pour la chimie
et l'alchimie. Abbas ibn Farnas pour l'astronomie, la médecine, Ibn Razi, Al-Biruni, Abu Qassis, Ibn Bajjah, Nasr al-Din al-Tusi, Ibn Nafis, Ibn Khaldoun, et puis surtout Averroès. Averroès qui va transmettre toute la philosophie grecque en Occident, alors que l'Occident vivait vraiment dans les ténèbres. Au XIe siècle, il n'y avait pas de savoir en Europe. Il n'y avait qu'un savoir dogmatique. Et c'est tout. Quand il y a quelque chose qui se produisait, on disait ça c'est Dieu. Il y a quoi que ce soit qui se produit, ah ça c'est Dieu, ou bien les djinns, ou bien... C'était de la mystique. Il n'y avait pas de savoir scientifique.